Salut les devs, c'est Gaëtan du blog Apprendre la programmation et aujourd'hui c'est la deuxième vidéo consacrée à ma série de vidéos sur la réalisation d'un vrai projet. Que va-t-on voir dans cette seconde vidéo? Je vais vous montrer comment définir un projet depuis le début. Parce que c'est bien beau de programmer des fonctionnalités pour une application, encore faut-il savoir ce qu'on veut programmer et surtout ce que votre client veut. Parce que c'est ça le plus important en fait, c'est ce que lui veut dans son application. Il y a plusieurs manières de faire pour définir les fonctionnalités avec les personnes, avec plutôt son client. Mais il y a deux méthodes qui s'en dégagent. Donc la première méthode, on va dire, qui existe depuis des décennies et que la plupart des projets informatiques se basaient pour être réalisés, c'est les cahiers des charges. Donc les cahiers des charges, en gros, c'est vous avez un pavé de 30, 40, 60, 100, 200 pages suivant la complexité et la durée du projet. Et en gros, en fait, on décrivait noir sur blanc ce que devait faire la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'entre le moment où on élabore le cahier des charges et le moment où on va livrer par exemple le projet, il peut se passer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ça veut dire que si le besoin du client évolue au fil des mois du développement, ce qui est plutôt conseillé pour une entreprise qu'elle évolue chaque mois assez régulièrement. Si elle reste assez figée, je pense qu'elle a des soucis à se faire au niveau de son business model. Mais en gros, le principe du cahier des charges, c'était ça. C'est-à-dire qu'on écrivait noir sur blanc et en fait, on codait ce qui était écrit. Alors, ça pouvait être frustrant des fois pour le client, mais ça pouvait être aussi très frustrant au niveau du développeur parce qu'on était obligé de respecter à la lettre le cahier des charges sans vraiment prendre la mesure de ce qu'il pouvait avoir pendant le développement. Mais ça, maintenant c'est devenu assez rare. Je connais très peu, on va dire, de sociétés maintenant qui développent sur base d'un cahier des charges. Par contre, les clients continuent de faire des cahiers des charges. Expliquant noir sur blanc ce qu'ils veulent faire en fait. Et souvent ils sont passés par des sociétés externes pour les aider à rédiger un petit peu en langage un peu informatique, en langage un peu technique ce qu'ils attendent de leur application. Mais ça veut pas dire que derrière la méthode de développement sera basée sur le cahier des charges, mais c'est un bon début. Aujourd'hui en fait la plupart des sociétés qui font des projets web travaillent en méthode agile. Donc la méthode agile, je vais pas vous faire un cours dans cette vidéo, sinon ça risque d'être trop long. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez décrire au fur et à mesure du cycle de vie de l'application, du cycle de développement, les fonctionnalités. Alors au tout début du projet, vous allez définir dans le plus grand nombre tout ce que doit faire l'application, sans pour autant rentrer dans les extrêmes détails. Parce que bien entendu, en tant que société, quand vous faites une remise d'offres, que vous allez dire combien de jours vous pensez que ça va vous prendre pour développer tout ce que le client veut, il faut avoir une vue d'ensemble sur le projet. Et surtout aussi pour pas partir sur du hors-sujet. Donc c'est important de tout savoir. Il y a plusieurs manières de faire en fait de définir les user stories en fait avec le client. Parce que dans la méthode agile, on va parler user story, histoire utilisateur en français, c'est beaucoup moins joli. Alors comment on écrit les user stories? Il y a plusieurs manières de faire. En général, on va expliquer au client, on va lui dire voilà, tu dois nous dire exactement ce que tu veux, tu vas nous raconter un petit peu sous forme d'histoire ce que tu voudrais faire dans ton application. Et en gros, on va être là aussi pour écrire ces user stories. Et c'est très important pour vous en tant que développeur ou responsable de projet informatique d'accompagner le client pour écrire les user stories. Parce que le client, la plupart du temps, si vous n'êtes pas dans avec un client qui est très technique, qui est très sensible à l'informatique, lui, il sait pas en fait ce que c'est la méthode agile. Vous allez lui expliquer en quoi ça consiste, mais il faudra l'aider nécessairement pour écrire les user stories. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Il y en a qui part du principe, vous nous écrivez rapidement ce que vous voulez, et ensuite on potasse ensemble. Moi, je pars plutôt du principe où il faut tout faire avec le client. Il faut l'accompagner, il faut lui prendre la main, et faut discuter avec lui. Le plus simple, en fait, c'est vraiment de discuter avec lui, avec le client. Donc le mieux, c'est de faire des réunions
avec lui, une ou plusieurs. Hein. Nous, on a l'habitude où je travaille de faire plusieurs réunions avec le client, et en fait, il va nous expliquer un petit peu ce que son projet et ce qu'il voudrait voir dans son application pour parvenir à ses fins. Et en fait, on va l'aider à rédiger les user stories avec lui. Alors pourquoi il faut de toute façon être avec lui et vous prendre, on va dire, le lead d'écrire les user stories pour lui et avec lui. Mais en fait, vous allez non seulement gagner du temps, mais en plus de ça, vous allez mieux vous comprendre avec votre client. Votre client, en fait, va, avec ses mots, avec ses phrases, vous exprimer ce qu'il a besoin, ce que voudrait faire son application. Vous, votre job, c'est d'écouter, de comprendre ce qu'il vous dit, et surtout, de retranscrire ce qu'il a dit dans un langage approprié, et surtout suivant une technique assez particulière que je vous montrerai juste après, pour faire en sorte que vous répondez à toutes les problématiques et que vous ayez en fait tous les éléments pour bien comprendre la fonctionnalité qu'il veut. En fait, vous allez faire un système de traduction avec votre client. C'est-à-dire que votre client va vous expliquer ce que lui veut, vous allez le retranscrire à l'écrit ce qu'il veut dans la méthode que je vais vous montrer, et ensuite vous allez dans la même discussion, relire ensemble ce que vous avez écrit. Et vous, forcément, vous allez reformuler avec vos termes techniques, mais aussi dans votre langage pour être sûr que vous avez bien compris. En fait, vous allez réécrire à votre façon ce que lui vous a raconté. Et s'il acquiesce que oui, c'est exactement ça que je voulais te dire, alors vous avez fait une grosse partie du travail. C'est-à-dire que sous forme écrite, vous avez réussi à reformuler ce que lui vous a dit verbalement et vous êtes compris. Et ça, c'est le plus important parce que ce qui peut échouer dans le développement de fonctionnalités et d'une application, c'est que vous êtes mal compris avec votre client. Là, si vous êtes avec lui, il y a une forme de contrat qui s'est installé entre vous, du fait que lui vous a raconté verbalement ce qu'il voulait et vous l'avez retranscrit à l'écrit et il a dit oui, c'est exactement ça que je veux, on s'est compris. Donc c'est vraiment ça, il sait écrire des user stories au début d'un projet. Alors bien entendu, moi me concernant, je vais pas, j'ai pas le client devant moi. C'est un peu particulier puisque je vais recoder l'API. Donc en fait, mes user stories seront très minimes, bien entendu, mais je vais vous montrer en fait, si j'avais le client en face de moi, comment vous pourriez écrire des user stories dans l'outil que je vais vous montrer. Donc vraiment, la première étape du projet, c'est de discuter normalement avec votre client et d'écrire, de mettre par écrit ce que vous avez compris et surtout ce que lui veut. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Donc là, moi, je vais vous montrer un outil qu'on utilise tous les jours dans notre travail où je travaille. C'est notre outil en fait de gestion de projet agile, où on écrit en fait tous les user stories que notre client nous soumet alors au tout début d'un projet, pendant la vie du projet et même des fois de manière informelle. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite sur l'ordinateur. Voilà, donc là on vient de basculer sur mon Mac pour vous montrer l'outil que j'utilise chez les fabricants et là pour le projet au niveau de la planification des tâches à réaliser et des features. Donc nous, on utilise Notion. Donc Notion, en fait, c'est un outil qui se revendique être un outil, on va dire, tout en un. Voilà, c'est un workspace tout en un, en fait. Vous pouvez faire énormément de choses dedans. En fait, c'est inimaginable tout ce que vous pouvez faire. C'est ultra paramétrable. En fait, la seule limite que vous pourrez avoir, c'est votre imagination. Donc, comme vous voyez, il y a des exemples en dessous. Vous pouvez faire des team wiki, des project tasks, comme on fait, comme je vais vous montrer, des notes, des docs. Ils ont même fait un système, je pense, par produit, voilà, où vous dites, voilà, une Notion utilisée par des teams, vous pouvez faire, ce genre de choses, voilà. Vous pouvez faire énormément de choses. Ce qui peut être déstabilisant au départ, je vais pas vous le cacher, parce que vous débarquez sur ce truc-là, en fait, c'est tellement gros et c'est tellement inimaginable ce que vous pouvez faire que vous savez pas par où commencer.
Mais en fait, il y a un système de template natif à Notion qui vous permet en fait de repartir sur cette base et de customiser suivant vos envies. Et donc ça peut vous aider à découvrir Notion et surtout à l'appréhender, parce que c'est vrai qu'au départ, si vous êtes jeté comme ça dans la nature, on va dire, sur cet outil, en fait, vous allez vite l'abandonner parce que vous vous dites, ok, ça fait peut-être énormément de choses, mais je sais pas par où commencer. Donc, moi, je vais vous montrer l'outil qu'on utilise ici. On va revenir sur cette page-là. Donc, voilà. Donc, si vous êtes abonné à ma newsletter, j'ai partagé l'outil il y a quelques temps sur ma newsletter. Avec un exemple de projet. Je vous redonnerai un lien pour avoir l'exemple de projet. Alors il sera en lecture, mais vous aurez en fait un moyen en haut à droite en fait de l'outil pour pouvoir le cloner en fait dans votre workspace. Je vous remettrai éventuellement la procédure pour comment le faire. Mais en fait voilà, j'ai partagé ça par mail il y a quelques temps, cet exemple de projet, et en fait vous pouvez cloner ce projet qui contient des exemples dedans pour le mettre dans votre workspace et en faire ce que vous voulez ensuite par la suite. Et ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire que vous pouvez vous créer des pages ou des workspaces complets comme on a fait pour la gestion de projet agile chez nous, et en fait les partager à qui vous voulez pour après qu'ils puissent être réutilisés par n'importe qui, voire adaptés, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là on va se baser sur la réécriture de l'API. Donc en fait, un projet Notion de gestion de projet agile chez nous, ça se comporte en 4 catégories. Donc vous avez la roadmap. Donc dans la roadmap, en fait, vous allez avoir tout ce qui gravite autour de l'application. Donc tout ce qui est feature, bug, amélioration et compagnie. Même des tâches secondaires mais liées au projet et qui sont tout aussi importantes et qui prennent du temps. Tout est répertorié dedans parce qu'on aime bien mettre ça aussi en avant auprès de notre client. Vous allez ensuite avoir les épiques. Donc là, les épiques, c'est un peu les grosses catégories de l'application. Donc, par exemple, voilà. Alors celle-là, je vais la supprimer parce que c'est une épique d'exemple. En fait, voilà. Moi, dans l'API, il y aura 4 gros blocs, on va dire, de l'API. Donc la gestion des clients, la gestion des commandes, la gestion des produits et la gestion des utilisateurs. Globalement, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment des gros blocs. Et en fait, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir lier ce qu'il y a dans votre roadmap aux épiques. Donc voilà, donc les épiques en fait, même si ça, alors c'est pas énormément utile, mais c'est toujours bien en fait de regrouper tout ce qui est user story, les bugs, les tâches sous gros blocs de votre application pour voir un petit peu le nombre de tâches qu'il y a eu à réaliser pour chaque grosse partie de votre application. Vous avez ensuite les sprints, qu'on verra un peu plus tard. Les sprints, donc c'est là où vous allez planifier, on va dire, tout ce que vous avez mis dans la roadmap sur vos semaines à venir. Donc ça, on va y venir après. Et ensuite, vous avez la partie meeting, que là, je ne vais pas utiliser. Mais en fait, la partie meeting, chez nous, c'est quand on fait des réunions avec notre client, des grosses informations qu'on veut garder, qu'on veut tracer, en fait, on les met là-dedans. Et on retrouve tout en fait dans Notion sous le projet. En fait, on a toutes les informations et toutes les discussions qui se sont faites avec lui. Donc on va rentrer tout de suite dans la roadmap. Donc vous voyez, il y a tout ça. Bon, il n'y a pas énormément comme on peut voir, mais il y a tout ça. Donc là, on arrive sur ce qu'on appelle le backlog. Vous voyez, il y a le backlog et en fait, il y a des views différentes sur la roadmap et par défaut c'est le backlog. Donc le backlog en fait c'est tout ce qui comporte, on va dire, tout ce que comporte votre projet, tout confondu. Ensuite vous pouvez filtrer, vous pouvez mettre ce qu'on appelle les bugs. Donc là les bugs, les tâches aussi, vous avez aussi même les tâches par utilisateur, par sprint. Donc vous voyez, si je mets en tâche, en fait, vous avez un peu les tâches, en fait, la vue tâche, en fait, c'est un peu une méthode, on va dire, Kanban. Donc en fait, voilà, vous avez vous pouvez avoir des tâches en non démarrées, en ready, voilà, tout est en ready parce que j'ai déjà tout écrit. Si vous commencez à travailler dessus, vous avez le in progress, vous avez les completed, et ensuite c'est ce qui a été mis en production, donc par des releases. Donc vous avez différentes vues, là on va revenir sur le backlog, et on reprend tout ce qu'il y a sur l'API.
Donc, on peut filtrer aussi au niveau des colonnes, hein, c'est totalement paramétrable. Donc par exemple, si je mets property, vous voyez, on peut rajouter d'autres choses qu'on a en fait sur les champs de la roadmap. Donc moi j'ai mis juste cela parce que cela m'intéresse, mais voilà tout ce que fait mon API. Donc en fait, comment j'ai pu créer tout cela? En fait, c'est relativement simple. Alors c'est un peu différent de ce que vous pourriez faire avec un client, c'est-à-dire que moi en fait je réécris une API existante. Donc tout ce que j'ai dû faire, pardon, c'est en fait regarder un peu le code que fait l'API et écrire les gros blocs de ce qu'elle fait. Donc il y a un module d'authentification, il y a un système où on peut rechercher tous les utilisateurs, où on peut récupérer un utilisateur, où on peut les créer, il y a la gestion on gère les produits, donc récupérer un seul produit ou tous les produits. Il n'y a pas de création de produits à ce niveau-là parce qu'ils sont alimentés ailleurs. On récupère les clients ou un seul client, on peut rajouter des adresses de livraison ou en supprimer, on peut pas créer de clients parce qu'ils sont alimentés pareil ailleurs, c'est un peu spécifique chez ce client. Je vais pas rentrer non plus dans tous les détails techniques pour protéger, on va dire, sa propriété intellectuelle. Et ensuite, il y a la gestion des commandes et l'historique de commandes. Remarquez quand même que j'ai assez décomposé par fonctionnalité de ce que fait l'API. Et en fait, quand vous rédigez des vrais user stories avec votre client, hein, si vous n'êtes pas dans le cas où vous devez réécrire une API comme moi, en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut garder en tête que quand vous créez une user story, une feature par exemple ici, ou une feature, un bug, c'est toujours une chose, une entrée dans Notion. Donc si c'est, par exemple, si on vous dit je dois être capable de récupérer la liste des commandes ou une commande, c'est deux user stories. Parce qu'il y a l'action de récupérer une commande et l'action de récupérer toutes les commandes. Donc c'est deux user stories. C'est très important en fait de décomposer une action ou une fonctionnalité en une ligne. On va appeler ça comme ça plutôt, en une ligne dans le backlog. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va vous donner une vision plus claire et plus fragmentée des tâches que vous devez faire sur votre projet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi que vous devez prendre en compte, c'est que ça sera plus facile pour vous à planifier et à estimer. Imaginons que sur ma user story des users, le get all, le get one et le create, j'aurais tout mis sur la même user story. Rien ne me dit en fait que en un temps donné, je vais réussir à créer les trois actions sur la même user story. Et en fait, pour la planification, ça va être compliqué parce qu'on va se dire, voilà, on le planifie, on va devoir planifier la feature telle semaine, mais comme j'ai pas tout fini, je vais devoir la remettre une autre semaine. Donc au final, ça va pas être très clair et ça va être bordélique et en fait, au final, on va pas s'y retrouver en fait. Donc c'est vraiment mieux, c'est de se dire, voilà, c'est une entrée dans Notion, c'est un bug ou une fonctionnalité ou une tâche. Si on commence à dire on doit pouvoir faire ça ou ça, c'est pas bon. C'est le signe que, à mon avis, il faut mieux décomposer votre tâche. Donc moi, comme je vous ai dit, au niveau de ma décomposition de tâches, de l'alimentation de mon backlog, je suis parti du code existant parce que je dois recréer l'API ISO-fonction. Alors, si vous partez sur un nouveau projet, et surtout que si vous avez le client en face de vous, ça risque d'être différent. Il faut pouvoir écrire les user stories comme je vous ai expliqué, et vous allez discuter avec votre client pour savoir exactement ce qu'il veut. Donc là, en fait, je vais vous montrer comment créer une user story si vous aviez le client en face. Donc admettons que, on va cliquer ici donc on peut cliquer directement sur le new, mais il vaut mieux passer par un template qu'on a juste à droite, qu'on a défini. On en a défini 4 comme vous voyez, et on va choisir le template feature. Donc là, admettons que votre client vous dit, en fait, en premier lieu, je veux pouvoir créer un nouveau client. Donc, on sait que ça sera de la création client. Donc ça, c'est le point de départ. Il va vous expliquer ce qu'il veut. Et en fait, votre job, comme je vous ai expliqué, c'est de résumer avec vos mots, dans votre langage, ce qu'il veut faire en une user story
claire et précise. Donc, il vous parle de la création de clients, il vous dit, voilà, je vais créer un client, chez nous, on crée, on crée pas de prospects, on crée des clients. Une fois qu'on les a créés, en fait, on va les placer sur une commande pour créer des commandes, pour pouvoir créer des commandes derrière. Ok, pas de problème. Donc, on va résumer sa user story. Et en fait, pour résumer sa user story, pour résumer ce qu'il vous a dit, je veux créer un nouveau client pour l'utiliser sur une commande, on va utiliser 3 mots-clés. Et en fait, on va formuler une phrase avec ça. On va dire, en tant qu'utilisateur, je souhaite afin de. Alors, en tant qu'utilisateur. Quand on dit en tant qu'utilisateur, c'est un peu le type d'utilisateur qui pourra utiliser plutôt cette fonctionnalité. Donc chez nous, par exemple, on va dire, en fait, ça, c'est des questions à lui poser. C'est dire, d'accord, mais qui a le droit de créer un nouveau client ? N'importe qui dans l'application ? Ah bah non, ça sera les administrateurs, donc les admins par exemple, et les commerciaux. Ok, d'accord. Donc en tant qu'utilisateur admin ou commercial, voilà, on écrit « je souhaite ». Donc si on a bien compris avec le client quand on fait la discussion, donc vous voulez pouvoir créer un nouveau client depuis zéro en fait. Vous voulez créer ce qu'on appelle un client from scratch, donc on ouvre une nouvelle fiche, on commence à créer le client. Le client vous dit oui, c'est tout à fait ça. Ok, donc je souhaite donc créer un nouveau client, on va dire depuis zéro par exemple. Afin de, donc ok, s'il crée le client, c'est pour en faire quoi ? En fait, notre client nous a dit, en fait, c'est pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir derrière l'attribuer sur une commande, pour pouvoir lui créer une commande. Alors, on va écrire afin de pouvoir lui créer une commande. Donc là, on a quelque chose, on va dire, entre guillemets, d'assez complet, même bateau, on pourrait dire, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que le client va vous bombarder en fait d'informations, et en fait, c'est à vous en fait de segmenter ce qu'il vous décrit, ce qu'il vous dit, ce que doit faire son application en des user stories. Et là, j'ai pris par exemple juste l'échantillon de créer un client. En fait, à partir de là, l'expérience va parler, mais avec cette méthode, vous pouvez avoir d'autres interrogations, parce que vous pouvez vous dire, ok, mais ok, c'est précis, oui, on crée des clients, on les met sur des commandes. Mais en fait, il faut aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment clarifier les choses. Même les choses qui vous paraissent évidentes, il faut pas hésiter en fait à insister sur cela. Par exemple, ici, si on lit de manière bête et méchante, même si on se doute que derrière ça doit être comme ça, on se dit, en fait, il n'y a que les utilisateurs admin ou commercial qui peuvent créer un client depuis zéro pour créer une nouvelle commande, pour créer une commande, donc une nouvelle commande. Je crois que tu avais dit une nouvelle commande. Mais donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, on peut créer, quand on met un client sur une commande, un nouveau client sur une commande, en fait, on ne peut pas utiliser ce client sur une commande existante. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas changer le client sur une commande existante. Et ça, c'est des questions que vous allez poser à votre client et que vous allez avoir suite à votre discussion. Puis là, il va vous dire, si, sur une commande, on doit pouvoir changer client, parce que ça peut arriver qu'on s'est trompé, ça ne devait pas être sur ce client-là, mais un autre client. Par exemple, on pourrait dire que des clients... il y a des liens entre des clients et que en fait c'est pas sur tel client qu'il fallait créer la commande, mais par exemple sur sa holding par exemple. En fait, il va vous dire si il faut pouvoir modifier les commandes. Donc ça, on va quand même le rajouter, c'est de pouvoir utiliser le client nouvellement créé sur une nouvelle commande ou sur une commande existante en modification en fait. Donc en fait, ce genre d'interrogation, même si ça peut paraître évident, il faut quand même les poser. Parce que vous pourrez très bien avoir un client qui vous dit « Non, en fait,
en fait, quand on crée une nouvelle, par exemple, quand on pourra créer une nouvelle commande, quand on crée une nouvelle commande, on met le client, mais une fois qu'on modifie, par exemple, la commande, si vous autorisez de modifier la commande, on n'a pas le droit de changer le client, parce qu'une fois qu'on l'a mis, c'est dessus. Si on s'est trompé de client, on supprime la commande et on la recrée. Il y a des clients qui seront capables de vous le dire, et qui auront leurs raisons, qui seront tout à fait valables. Donc c'est quand même très important, vous voyez, de vraiment préciser, même si pour vous ça peut paraître évident, de préciser la chose, de dire oui, mais est-ce qu'on a le droit de faire ça sur une modification de commande ou sur une commande existante? Oui, on doit pouvoir le faire. Donc il faut le préciser. Le fait de faire ça, ça va vous donner aussi d'autres points d'entrée pour vos user stories. Parce que là, en fait, vous voyez que dans ce que veut l'utilisateur, en fait, son souhait, c'est je veux créer un client pour pouvoir l'utiliser sur une commande. Et si vous êtes à cette étape-là de créer des user stories et que vous n'en avez pas créé d'autres, vous savez automatiquement que derrière, il y aura 2 nouvelles user stories. En fait, il y en aura une parce que il y aura la création de commande, quand vous parlerez de la création de commande, et il y en aura une sur la modification d'une commande. Et vous savez déjà que dans la modification de commande, vous serez capable en fait de changer la donnée du client sur une commande existante. Donc vous voyez, grâce à ça, en fait, ça va vous donner du grain à moudre, comme on dit, des informations supplémentaires pour vos autres user stories. Donc c'est vraiment important de le comprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre en fait dans cette page? Une fois qu'en fait vous avez défini clairement ce que voulait votre client, vous allez pouvoir commencer un petit peu à voir les détails. Alors, vous n'êtes pas obligé de le voir directement, mais en fait, c'est des choses que vous allez devoir compléter dans votre user story avant de vous lancer. Et nous, c'est comme ça qu'on travaille aussi. Nous, chez nous, on a un designer, et en fait, notre designer crée les écrans avant qu'on puisse programmer quelque chose, pour vraiment aider au client non seulement à se projeter sur l'écran qu'il compte avoir, mais aussi pour formaliser ce qu'on a défini à l'oral et par écrit. Par exemple, dans le design, on pourrait dire, sur la création client, on doit pouvoir mettre une référence. Je veux pouvoir mettre une référence client, un nom, un prénom, une adresse, etc., etc. Vous allez pouvoir en fait décrire en fait textuellement ce qui sera possible de faire en fait en termes de design dans votre écran pour votre user story. Donc là, l'exemple que j'avais pris, c'était la création d'un nouveau client. Donc vous aurez un bouton pour accéder au formulaire de création de client, vous aurez un bouton annuler, vous aurez un bouton sauvegarder, vous aurez les différents champs que compose la fiche d'un client. C'est tout ça que vous allez écrire dans la partie design. Et ensuite, vous avez une autre catégorie qui s'appelle les scénarios de test. Alors, les scénarios de test sont très très importants en tant que programmeur, surtout si vous faites des tests, et je vous conseille d'en faire vivement, ça va vous sauver et vous aider dans votre carrière de développeur. Mais en plus de ça, ça va vous aider surtout à formaliser la partie métier de votre client. Donc là, pour la création d'un client, c'est un peu bête et méchant, entre guillemets, mais on pourrait imaginer en scénario de test, c'est en tant qu'utilisateur admin ou commercial, puisque là on met un certain droit. Voilà. Je vais mettre par exemple, lorsque je crée un client, je dois obtenir par exemple ce résultat, génération automatique d'une référence client, par exemple. L'autre scénario de test, il va vous dire, et ça c'est normal, mais il faut quand même l'écrire, c'est lorsque je crée un client, je dois obtenir, donc en tant qu'utilisateur admin ou commercial, je crée un client, ça sera mieux, ça sera un peu plus français comme ça, et je dois obtenir ce résultat, et là je vais mettre par exemple sauvegarde des données en base de données, par exemple. En fait, à quoi servent les scénarios de test? Ça va permettre en fait de définir avec votre client textuellement ce qu'est censé faire la fonctionnalité que vous avez conçue ensemble.
Et vous, en fait, ça va vous donner votre base de test. Si vous fonctionnez en mode TDD comme moi, en fait, vous savez que vous devez écrire vos tests avant de coder votre fonctionnalité. En fait, elle se code au fur et à mesure que vous écrivez vos tests. Et en fait, votre test, ça sera la méthode TDD, les tests sont le point de départ de votre code. Et bien en fait, en rédigeant vos scénarios de test, en fait, ça va vous permettre de formaliser les tests que vous allez écrire pour écrire votre code. Et comme c'est écrit textuellement, c'est sous forme, on va dire, sous forme de contrat du résultat attendu de la fonctionnalité en question. Donc n'hésitez pas à décrire vraiment à l'extrême, dans le plus grand détail, les tests et métiers que votre client vous soumet. La partie question-réponse est aussi intéressante, c'est pendant en fait que vous allez réaliser vos tâches, en fait vous aurez peut-être des questions à votre client à lui soumettre. Je vous donne un exemple, par exemple pour la création client, vous pourriez vous dire est-ce qu'il serait utile, pour faire gagner du temps par exemple, est-ce qu'il serait utile lorsque l'on crée un client d'être redirigé, j'invente bien entendu, redirigé automatiquement vers le formulaire de création de commande avec le client sélectionné. Donc ça, c'est des interrogations que vous allez vous poser en fait pendant votre développement. Vous n'allez pas vous la poser au tout début, mais c'est des choses que vous allez vous poser après. Et vous pouvez formuler vos questions dedans, et en fait, votre client vous répondra. Donc par exemple, on clique ici pour répondre, et on met la réponse, et on dit oui, cela pourrait être intéressant. Intéressant, merci. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut utiliser. Le gros avantage en fait de ça, c'est que en fait vous allez pouvoir en fait tout tracer, tout répertorier ce que vous faites au niveau de votre user story. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez les écrire grâce à un template qu'on a défini et que je vous offre gracieusement. Donc n'hésitez pas à en abuser. Voilà, donc je vous ai montré comment créer une user story très rapidement, mais une vraie user story si vous étiez avec votre client. Bien entendu, il y a d'autres choses à voir. Il faudrait vous montrer, en fait, il faudrait carrément se filmer en réunion pour vous montrer un petit peu comment on discute avec le client et comment on les définit derrière avec lui textuellement. Mais en fait, vous avez la trame et le template des questions à poser et surtout de ce sur quoi vous devez faire attention. Donc pour rappel, une ligne dans le backlog, ça doit être l'équivalent d'une action ou d'une fonctionnalité, tout au plus. Donc une fois qu'on a défini en fait le backlog, en fait derrière vous allez définir vos sprints. Mais avant de définir vos sprints, il est très important en fait d'estimer en points d'effort vos fonctionnalités. Donc par exemple, les points d'effort en fait c'est la difficulté, la pénibilité. En fait il faut pouvoir estimer cela. Ne vous prenez pas trop la tête avec les points d'effort, en fait c'est compliqué à savoir, en fait plus la valeur est forte, plus ça risque de prendre de temps et ça risque d'être compliqué. En fait pour savoir exactement le nombre de points d'effort que vous pouvez faire sur un temps donné, donc par exemple moi ça sera la semaine, mais en fait les premières semaines vous savez pas. En fait, les 2-3 premières semaines, c'est suivant votre rythme et le temps que vous pouvez allouer au projet. En fait, ça va vous donner un petit peu une estimation du nombre de points d'effort que vous êtes capable de faire sur une semaine. Donc là, moi, par exemple, sur l'authentification, comme je me sens assez à l'aise et que c'est de l'authentification basique, je pense qu'en termes de points d'effort, il me faudra 2 points. Voilà, donc je vais mettre 2. Et pour les utilisateurs... le get all utilisateur devrait aller assez vite, je vais dire 2 points aussi. Le get one, ça sera sensiblement la même chose, je vais mettre 1 point. Et le create, je vais mettre 3 points. En fait, ouais, j'ai fait une erreur, en fait, le get one, vous voyez,
j'ai mis un point, mais en fait je dois mettre 2 points. En fait, pourquoi j'ai mis un point? Tout simplement parce que je me suis dit, en fait le get one, comme ça va être sensiblement la même chose que le get all, en fait comme j'aurais déjà fait le get all avec les 2 points, le get one devrait aller assez vite, donc ça me prendra beaucoup moins. Et en fait, c'est une erreur de faire ça. Vous voyez, je me suis repris tout de suite. En fait, il faut toujours estimer le nombre de points d'effort sur une fonctionnalité indépendamment d'autres fonctionnalités. C'est-à-dire que même si vous avez d'autres fonctionnalités qui peuvent, vous savez, vous prendre du temps, mais si vous les réalisez avant, vous savez que derrière telle autre fonctionnalité va vous prendre moins de temps, en fait, il faut pas en tenir compte. Faut vraiment estimer comme si que rien d'autre dépendait. Donc là, j'ai estimé les 4 premiers. Alors, c'est pas anodin. Pourquoi j'ai estimé les 4 premiers? Parce que c'est ce que je pense pouvoir réaliser la semaine prochaine. Donc, ça me fait un total de 9 points. Et tout ça, je les ai déjà mis dans un sprint que je vais vous montrer. Vous voyez, on voit là, c'est écrit semaine hashtag 1. Et comment j'ai fait ça? En fait, il faut aller dans sprint, que vous avez ici. Hop. Et là, vous voyez, vous avez mes sprints. Et là, vous voyez, vous retrouvez les tâches que j'avais créées dans le backlog. Donc en fait, comment on crée un sprint? En fait, vous cliquez tout simplement ici sur New. Et ensuite, vous choisissez votre timeline. Donc par exemple, moi j'ai choisi, voilà, j'ai mis par exemple du 28 au 1. J'avais mis un end date pour mettre du 28 au 1. Ensuite, j'ai rajouté les tâches. Vous voyez, j'ai toutes les tâches qui sont ici. J'ai rajouté les tâches qu'il fallait dedans, et derrière en fait ça va me calculer normalement enfin c'est pas normalement, en fait ça calcule le nombre de points. Donc par exemple je vais revenir ici, hop, et je pense que dans les properties on peut, ouais, on peut afficher normalement le nombre de points, mais là je pense qu'il m'a rien affiché parce que j'ai dû, voilà, là, il est affiché là en fait le nombre de points, j'ai rien dit. Vous voyez, donc il a repris exactement le nombre de points que j'avais ici. Il me l'a calculé automatiquement. Il m'a dit que c'était 9 points. Donc vous voyez, donc là pour la première semaine, donc à partir de lundi, le lundi 28 jusqu'au 3, je pense pouvoir réaliser tout ça. Alors je sais pas si je vais tout réaliser, hein, peut-être que je suis trop optimiste, mais en tout cas voilà, c'est ce que je pense réaliser, et on fera le point la semaine prochaine pour savoir un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc là j'ai mon sprint de près. Je pourrais commencer à créer mes autres sprints et à planifier mes autres tâches, mais j'aime pas trop fonctionner comme ça parce que même si je crée mes tâches, je me dis je pense pouvoir faire ça, je pense pouvoir faire ça, je pense pouvoir faire ça. Je préfère créer mes sprints à la semaine et les créer au fur et à mesure, tout simplement parce qu'en fait, si j'oublie de faire telle tâche, je vais devoir la redécaler dans un autre sprint, et donc je vais devoir redécaler d'autres tâches dans un autre sprint. Donc en fait, ça va me faire du boulot, du boulot en plus. Donc je préfère créer un sprint à la fois, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu comment j'ai créé un peu mon backlog et la planification de mon premier sprint. Voilà, ceci va conclure cette seconde vidéo. Je suis désolé qu'elle a duré un peu longtemps, surtout sur la partie PC, mais je pense qu'il était intéressant de vous montrer comment créer une vraie user story, étant donné que là ce sera un petit peu différent. Donc vous l'aurez compris, la semaine prochaine je m'attarde sur la partie utilisateur et authentification, et on fera le point dans la prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pas réussi à faire, mes difficultés, et la replanification du nouveau sprint la semaine d'après. Si jamais j'ai pas été clair sur certaines parties de la vidéo, s'il y a des choses que vous voulez que je précise, en gros si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les soumettre, je serai très content de prendre le temps de vous y répondre. Et je vous dis à la prochaine vidéo et à la semaine prochaine. Ciao!